Tout le monde a ri lorsqu'un millionnaire en faillite a adopté une petite fille sans abri, puis il a découvert qu'elle était l'héritière d'un empire d'1 milliard de dollars. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie s'abattait sur les rues de Manhattan comme si elle avait une vendetta personnelle contre la ville. Alexander, dit Alex Donovan, resserra son manteau autrefois coûteux autour de ses épaules, douloureusement conscient des poignets élimés et du trou dans la poche gauche. 6 mois plus tôt, il n'aurait même pas remarqué la pluie depuis l'intérieur de sa Bentley avec chauffeur. 6 mois plus tôt, il était l'un des jeunes loups de New York, âgé de 32 ans avec une fortune nette de 70 millions de dollars. Aujourd'hui, il n'était qu'un entrepreneur raté de plus, avec pour seul bien un compte en banque presque vide et un appartement dont il ne pourrait pas payer le loyer le mois prochain. Quand Harrison N. Blackwell s'effondrera, elle entraînera tout le monde dans sa chute, l'avait prévenu son conseiller financier. Ne mets pas tout là-dedans, Alex. Mais Alex n'avait pas écouté. Il avait été si certain, si arrogant. Maintenant, chaque centime, chaque investissement, chaque actif avait disparu, englouti par l'effondrement spectaculaire de ce qui avait semblé être le pari le plus sûr de Wall Street. Une voiture passa à toute vitesse, éclaboussant d'eau sale ses chaussures en cuir italien, une autre relique de sa vie passée. Alex ne broncha même pas. Quelle importance? Plus rien n'avait d'importance. C'est alors qu'il l'entendit. Un petit sanglot étouffé venant de la ruelle étroite entre un restaurant huppé et une boutique dont les vitrines exposaient des robes qui coûtaient plus que sa fortune actuelle. Il aurait dû continuer son chemin. Quelle que soit la tragédie qui se déroulait dans cette ruelle, ce n'était pas son problème. Il en avait bien assez des siens. Mais quelque chose le fit s'arrêter, se retourner et scruter l'obscurité. Blotti contre le mur, partiellement abritée par une boîte en carton détrempé, se trouvait une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 8 ans, avec des cheveux sombres et emmêlés collés à son visage pâle par la pluie. Ses vêtements, un t-shirt et un jean sale, étaient trempés, et elle serrait ses genoux contre sa poitrine, tremblant violemment. Et dit doucement Alex en faisant un pas dans la ruelle. « Ça va ?» La tête de la fillette se releva brusquement, et Alex se retrouva à fixer les yeux vers les plus surprenants qu'il ait jamais vus. Ils étaient vifs, intelligents et remplis d'une lassitude qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Allez-vous-en » dit-elle, sa voix étonnamment forte malgré son corps frissonnant. « Je n'ai pas besoin d'aide. » Alex s'accroupit, en gardant une distance respectueuse. Il gèle et il pleut à verse. Tout le monde a besoin d'aide parfois. Pas de la part d'inconnus, rétorqua-t-elle en le regardant avec méfiance. Je m'appelle Alex, dit-il en offrant un doux sourire. Maintenant, je ne suis plus un inconnu. La fillette ne lui rendit pas son sourire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as raison, acquiesça Alex sérieusement. Fille intelligente. As-tu un endroit où aller? Des parents? Quelqu'un que je peux appeler? Quelque chose vacilla sur son visage, une douleur rapidement masquée. Non. Personne. Alex hésita. La chose responsable à faire serait d'appeler les services sociaux, mais quelque chose dans ses yeux verts féroces le fit marquer une pause. Il avait reçu assez de pitié ces derniers mois pour reconnaître la fierté dans son regard. « Je vais chercher à manger, dit-il en désignant le restaurant d'accent grave côté. Si tu es toujours là quand je reviendrai, peut-être que tu en voudras aussi. » La fillette ne répondit pas, mais elle ne s'enfuit pas non plus. 20 minutes plus tard, Alex ressortit avec un sac en papier contenant un cheeseburger, des frites et un chocolat chaud. La fillette était toujours là, bien qu'elle se soit retirée plus loin dans son abri en carton. « Tiens, dit-il en posant le sac et en reculant. Il fait de plus en plus froid. La météo annonce des températures en dessous de 0 cette nuit. » La fillette fixa le sac, puis Alex, la méfiance luttant contre la faim sur son petit visage. « Comment t'appelles-tu » demanda Alex. Un long silence s'étira entre eux, ponctué par le tambourinement de la pluie. « Lily, murmura-t-elle finalement, si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. « Ravi de te rencontrer, Lily. » Alex hésita, puis prit une décision qui allait changer leurs deux vies pour toujours. « J'ai un canapé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec et chaud. Juste pour cette nuit, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » La main de Lily se porta à son cou, agrippant quelque chose sous sa chemise, un geste qu'Alex apprendrait bientôt à reconnaître. Ses yeux, sages au-delà de leur âge, l'étudièrent avec une intensité qui le fit se sentir transparent. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. C'était une question juste, à laquelle Alex n'était pas sûr de pouvoir répondre. Pourquoi un homme qui avait tout perdu offrait-il de l'aide à une gamine des rues?
Peut-être parce que quand on est tombé d'aussi haut que moi, on prend du recul sur ce qui compte vraiment, dit-il finalement. Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Les doigts de Lily se resserrèrent sur ce qui pendait à son cou, un collier ou un pendentif quelconque. Son regard ne quittant jamais son visage, elle tendit lentement sa main libre vers le sac en papier. Juste pour cette nuit, accepta-t-elle, lasse. Aucun d'eux ne le savait alors, mais ce pendentif caché sous la chemise de Lily, une clé en argent ouvragée avec un emblème distinctif, était sur le point de percer un mystère qui remodèlerait leurs deux destins. Et cet emblème appartenait à l'une des familles les plus riches et les plus secrètes d'Amérique, une famille qui cherchait son héritière disparue depuis 3 longues années. Juste avant que l'histoire ne commence, ou que vous soyez dans votre parcours, considérez ceci comme votre signe de continuer. L'appartement d'Alex était un rappel douloureux de sa chute. Le salon abritait encore ses meubles de créateur, les derniers vestiges de sa vie antérieure dont il ne pouvait se résoudre à se séparer. Mais le bar était vide, les œuvres d'art vendues, et le réfrigérateur ne contenait que des restes de nourriture chinoise et une demi-brique de lait. Ce n'est pas grand-chose en ce moment, dit Alex en allumant les lumières, soudain gêné par la pile de factures impayées sur la table basse. Lily se tenait raidement près de la porte, son petit sac à dos serré contre sa poitrine, ses yeux verts balayant la pièce comme pour cartographier les issues de secours. « La salle de bain est au fond du couloir si tu veux te laver, proposa Alex. Je peux te trouver quelque chose de sec à porter. Le regard de Lily se posa sur lui, ce regard analytique et déconcertant qui donnait à Alex l'impression qu'elle lisait dans son âme. « Pourquoi m'aidez-vous » Alex soupira, passant une main dans ses cheveux humides. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être parce que personne ne m'a aidé quand Harrison & Blackwell a fait faillite. » Harrison & Blackwell. Une lueur passa sur le visage de Lily, une lueur de reconnaissance. Oui, une société d'investissement. Un énorme scandale. Tu n'en aurais pas entendu parler. Peut-être que si, dit Lily doucement, puis changea rapidement de sujet. Je peux dormir par terre. Le canapé est à vous. Je vais te chercher des serviettes. Quand Alex revint avec des serviettes et un t-shirt qui allait engloutir sa petite silhouette, Lily avait soigneusement posé son sac à dos par terre et examinait une photo encadrée sur la cheminée. « C'est votre famille ?» demanda-t-elle en montrant l'image d'Alex avec un couple plus âgé. « Mes parents » acquiesça Alex. « Ils sont en Floride maintenant, à la retraite. Avant que tout n'arrive. Ils ne savent pas que vous avez tout perdu. » La franchise de Lily était surprenante. « Non, admit Alex. Ils pensent que je m'en sors toujours très bien. » Lily hocha la tête, comme si cela lui paraissait parfaitement logique. Les adultes mentent pour protéger les gens qu'ils aiment. La façon dont elle dit cela, avec une certitude si lasse du monde, fit mal au cœur d'Alex. Parfois, concéda-t-il, mais parfois la vérité est meilleure, même quand elle fait mal. Les doigts de Lily se dirigèrent vers son cou, touchant à nouveau ce pendentif caché. « Pas toujours, murmura-t-elle. » Plus tard, après que Lily se fut douchée et changée dans son t-shirt, Alex prépara du chocolat chaud et des sandwichs. Il ne put s'empêcher de remarquer comment Lily inspectait soigneusement la nourriture avant de prendre de petites bouchées mesurées. « Demain, nous devrions parler des prochaines étapes, dit Alex doucement. Il y a des gens qui peuvent t'aider à trouver un vrai foyer. » Le visage de Lily se durcit. « Pas de famille d'accueil. Pas d'orphelinat. Je n'irai pas. » « Lily, j'avais une maison, l'interrompit-elle, la voix légèrement brisée. Je ne peux pas y retourner. Pourquoi pas ? Elle posa sa tasse, ses yeux verts extraordinaires soudain remplis d'ombre. Parce qu'il me tuerait aussi. Avant qu'Alex ne puisse digérer cette bombe, Lily se recroquevilla sur le canapé, lui tournant le dos. La conversation était clairement terminée. Cette nuit-là, Alex resta éveillé dans son lit, ressassant les paroles de Lily. Qui était cet enfant ? Qu'avait-elle vu ? De quoi fuyait-elle ? Vers 2 heures du matin, un cri perça l'obscurité. Alex bondit de son lit pour trouver Lily se débattant sur le canapé, en proie à un cauchemar. « Non, oncle Richard, s'il te plaît, ne leur fais pas de mal » criait-elle, son petit corps convulsé par la terreur. Alex la secoua doucement pour la réveiller. « Lily, ça va. Tu es en sécurité. » Ses yeux s'ouvrirent, fous de panique. Pendant un instant, elle ne sembla pas le reconnaître. Puis elle murmura un nom qui allait tout changer. « Victoria. Mon vrai nom est Victoria. » Lily, ou Victoria, se comporta comme si de rien n'était, refusant de reconnaître sa confession de minuit. Elle mangea les céréales qu'Alex lui avait préparées,
perché sur un tabouret de cuisine avec une posture parfaite qui semblait plus instinctive qu'apprise. « Alors, commença Alex prudemment, à propos de ce que tu as dit la nuit dernière. » « Je faisais un cauchemar, l'interrompit elle sèchement. « Je dis des choses bizarres quand je fais des cauchemars. » Alex étudia son visage. Malgré sa jeunesse, c'était une menteuse accomplie, mais ses yeux la trahissaient, fuyant dès qu'elle disait un mensonge. « D'accord, dit-il, décidant de ne pas insister. Mais nous devons quand même décider de la suite. J'ai une amie qui travaille dans les services sociaux. Elle pourrait savoir. » La cuillère de Lily tomba bruyamment contre le bol. « Je vous ai dit, pas de fonctionnaire. Ils me renverront. »« Te renverront, Lily ? Chez cet oncle que tu as mentionné ?» Les jointures de Lily blanchirent autour de sa cuillère. « Je ne parle pas de ça. » On frappa à la porte, les faisant sursauter tous les deux. Alex s'approcha prudemment, regardant à travers le judas pour voir Meredith Chen, son amie de fac qui travaillait maintenant pour les services de protection de l'enfance de la ville. « Désolé de passer à l'improviste, dit Meredith quand il ouvrit la porte, ses yeux balayant rapidement la scène. Alex en vêtements froissés, une petite fille à son comptoir de cuisine. « Mais tu as laissé 3 messages à propos d'un enfant en difficulté. » Lily lança à Alex un regard si chargé de trahison qu'il tressaillit physiquement. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il rapidement à Meredith. Je l'ai trouvée dans la rue hier soir. Il pleuvait. Je ne pouvais pas la laisser là. » L'attitude professionnelle de Meredith s'adoucit légèrement. « Bien sûr que non, mais Alex, tu ne peux pas simplement recueillir un enfant. Il y a des procédures, des lois. » Je sais. C'est pourquoi je t'ai appelé toi au lieu du 911. Alex baissa la voix. « Je pense qu'elle fuit quelqu'un de dangereux. » Pendant qu'il chuchotait dans l'entrée, Lily avait silencieusement glissé de son tabouret et s'était approchée de la fenêtre. Elle se raidit soudainement, se collant contre le mur. « Lily, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Alex, remarquant son alarme. « Il y a un homme de l'autre côté de la rue, murmura-t-elle. Il surveille l'immeuble. » Alex et Meredith s'approchèrent de la fenêtre. En bas, un grand homme en costume sombre se tenait à côté d'une berline noire, son attention fixée sur l'immeuble d'Alex. « Tu le connais ?» demanda Meredith. Lily hocha la tête, le visage pâle. « Il travaille pour mon oncle. » Meredith regarda Lily, puis Alex, son expression grave. « Alex, dans quoi t'es-tu fourré ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Lily se précipita vers son sac à dos et en sortit une coupure de journal froissé. Elle la tendit à Meredith. « Voilà pourquoi je ne peux pas venir avec vous, dit-elle, la voix tremblante d'urgence. Le titre disait « L'héritière Blackwood toujours portée disparue après 3 mois ». En dessous, il y avait une photo d'une Lily plus jeune dans une robe coûteuse, ses cheveux sombres soigneusement coiffés, debout à côté d'un homme à l'air sévère identifié comme Richard Blackwood, PDG par intérim de Blackwood Industries. Meredith Alta. « Tu es Victoria Blackwood. » Lily, ou plutôt Victoria, hocha la tête, sa main se portant au pendentif sous sa chemise. « Et si vous essayez de m'emmener aux autorités, mon oncle me retrouvera, et alors je disparaîtrai pour de bon. » « Nous devons être prudents, dit Meredith en tirant les rideaux. Si tu es vraiment Victoria Blackwood, il y a des canaux officiels. » « Les canaux officiels mènent tous à mon oncle, insista Victoria. Il a des juges et des policiers dans sa poche. L'esprit d'Alex tournait à plein régime. Les Blackwood n'étaient pas seulement riches, ils étaient l'aristocratie américaine. Vieille fortune, vaste possession, relations politiques. Harrison and Blackwell avait géré certains de leurs investissements européens avant l'effondrement. « Meredith, peux-tu nous donner un jour ?» demanda Alex. « Juste 24 heures pour trouver une solution. » Meredith hésita, son éthique professionnelle luttant avec la peur sincère dans les yeux de Victoria. « 48 heures, dit-elle finalement. Ensuite, je dois le signaler, Alex. Pour sa sécurité et la tienne. » Après le départ de Meredith, Alex se tourna vers Victoria. « Tu as des explications à donner. » Les doigts de Victoria s'enroulèrent autour de son pendentif. « Mes parents sont morts dans un accident de yacht il y a 3 ans. Tout le monde a dit que c'était un tragique accident, mais j'ai entendu oncle Richard au téléphone la veille. Il a dit, après-demain, tout change. Pas de détails à régler. Ça ne veut pas forcément dire. Le lendemain, mes parents étaient morts, et oncle Richard est devenu mon tuteur et a pris le contrôle de Blackwood Industries. » La voix de Victoria était plate, sans émotion, comme si elle s'était déconnectée de l'horreur de sa propre histoire.
Il a commencé à me traiter différemment, à m'isoler. J'ai entendu des choses, des disputes sur mon fonds en fiducie, sur mes parts dans l'entreprise. Alors tu t'es enfui. Victoria hocha la tête. Avec l'aide d'une des femmes de ménage. Elle m'a donné ça. Elle sortit le pendentif, une clé en argent sur une chaîne coûteuse. Elle ouvre un coffre-fort. Elle a dit qu'il contenait des preuves de ce qui est vraiment arrivé à mes parents. Avant qu'Alex ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'écran affichait un nom qu'il n'avait pas vu depuis des mois, Carter Wilson, son ancien partenaire en affaires. « Alex, mon pote. J'ai entendu dire que tu es toujours en ville. » La voix de Carter résonna, artificiellement enjouée. « Allons prendre un verre, pour le bon vieux temps. » 1 heure plus tard, dans un bar qui avait été leur repère habituel, Carter ne perdit pas de temps. « Le bruit court que tu as recueilli une gamine, dit-il en faisant signe au barman pour une autre tournée. Une petite fille. » Alex garda une expression neutre. « Les nouvelles vont vite. » Elles vont vite quand Richard Blackwood offre une récompense d'1 million de dollars pour des informations sur sa nièce disparue. Carter se pencha en avant. « C'est elle, Alex ? Tu as trouvé la fille Blackwood ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Carter rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Toujours un mauvais menteur. « Écoute, je te donne un conseil d'ami. Blackwood a des gens qui fouillent chaque pâté de maison de cette ville. Quoi que tu penses faire, tu n'es pas de taille. » « Pourquoi la veut-il à ce point ?» demanda Alex, incapable de s'en empêcher. Quelque chose de calculateur brilla dans les yeux de Carter. Quand Victoria aura 21 ans, elle héritera de la participation majoritaire dans Blackwood Industries, d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars. D'ici là, tout est géré par une fiducie supervisée par son tuteur, actuellement son cher oncle Richard. Alors qu'Alex rentrait chez lui, son esprit s'emballait. Il était tombé sur quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, « La fille vaut plus que de l'argent. Partez si vous tenez à la vie. » Quand il arriva à son appartement, Victoria était assise en tailleur sur le canapé, examinant la coupure de journal. « Ils nous ont trouvés, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Alex s'assit à côté d'elle. « Pas encore, mais ils cherchent. »« Victoria, cette clé autour de ton cou ? Dans quelle banque se trouve le coffre-fort ?» Elle croisa enfin son regard. « First Federal, sur Madison Avenue. »« Alors nous y allons demain. » La First Federal Bank se dressait comme une forteresse de marbre et de verre sur Madison Avenue. Alex, vêtu de son dernier beau costume, et Victoria, portant une robe et un manteau achetés à la hâte, s'approchèrent du comptoir avec une confiance étudiée. « J'aimerais accéder à mon coffre-fort, » dit Alex d'une voix douce, présentant sa carte d'identité et une histoire selon laquelle Victoria était sa nièce l'accompagnant pour une affaire de famille. Le directeur de la banque fronça les sourcils en voyant la clé de Victoria. « Monsieur, ce coffre appartient à la succession Blackwood. Je ne peux pas autoriser l'accès sans. »« Ma mère est Eleanora Blackwood, » l'interrompit Victoria, sa voix prenant soudain un ton impérieux qui donna des frissons à Alex. « Ceci est ma clé, donnée par ma mère avant sa mort. » Le directeur hésita, reconnaissant clairement le nom. « Je devrais vérifier votre identité, mademoiselle. » Appelez Richard Blackwood, alors le défia Victoria, ses yeux vers l'encens des éclairs. « Dites-lui que Victoria est là pour réclamer ce qui lui revient de droit. Vous verrez à quelle vitesse il arrive. » Le directeur blêmit. « Ce ne sera pas nécessaire. Veuillez me suivre. » À l'intérieur de la salle de visionnage privé, les mains de Victoria tremblaient en insérant la clé dans la serrure. La boîte contenait 3 objets, une clé USB, une lettre manuscrite et un petit enregistreur. « L'écriture de ma mère, » murmura Victoria en dépliant la lettre. Alex lui laissa de l'intimité pour la lire, se concentrant plutôt sur la clé USB. Il la brancha sur son téléphone, y trouvant des dossiers financiers, des photos et un fichier vidéo intitulé « Assurance ». Dans la vidéo, Eleanora Blackwood, une femme remarquable avec les yeux verts de Victoria, parlait directement à la caméra. « Si vous regardez ceci, c'est que Richard est passé à l'action contre nous. Les documents sur cette clé prouvent qu'il détourne des fonds de Blackwood Industries depuis des années. Charles et moi l'avons confronté hier soir. Nous rencontrons le conseil d'administration demain. Victoria, s'il nous arrive quelque chose, ne fais pas confiance à Richard. L'enregistreur contient ses aveux. Nous t'aimons, ma chérie. Reste en sécurité. » La vidéo se termina, les laissant dans un silence stupéfait.
Ils n'ont pas seulement des preuves de son détournement de fonds, dit Victoria, la voix creuse, en brandissant la lettre. Maman écrit que l'oncle Richard vendait des technologies brevetées à des concurrents étrangers. Il serait allé en prison pour trahison. Le téléphone d'Alex vibra, une alerte d'actualité concernant l'annonce par Richard Blackwood d'un nouveau partenariat technologique valant des milliards. La conférence de presse était prévue pour le lendemain. Nous devons apporter ça aux autorités, dit Alex. Les vraies autorités, pas la police locale qui pourrait être dans sa poche. Victoria hocha la tête, remballant soigneusement les objets. Le FBI. Maman mentionne un agent dans sa lettre, quelqu'un en qui elle avait confiance. En quittant la banque, aucun d'eux ne remarqua la berline noire et élégante qui s'éloignait du trottoir, ni le photographe de l'autre côté de la rue qui immortalisait leur sortie. De retour à l'appartement, Alex contacta l'agent du FBI mentionné dans la lettre d'Eleanora, l'agent spécial Diana Reynolds. Elle accepta de les rencontrer le lendemain matin. « On a réussi, dit Alex à Victoria, un poids s'enlevant de ses épaules. D'ici demain à la même heure, ton oncle sera démasqué et tu seras en sécurité. » Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. « Qu'est-ce qui m'arrivera alors ?» La question prit Alex au dépourvu. « Eh bien, tu retrouveras ta vie, ton héritage. »« Je me fiche de l'argent, l'interrompit-elle. Où vivrai-je ? Qui s'occupera de moi ?» La vulnérabilité dans sa question serra la poitrine d'Alex. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Meredith, la voix tendue par la panique. « Alex, il y a des hommes avec des badges qui posent des questions sur toi et une petite fille. Ils disent être des agents fédéraux, mais quelque chose cloche. Partez de là, maintenant. » Alex attrapa la main de Victoria, et ils dévalèrent l'escalier de service, le cœur battant à tout rompre. Ils se faufilèrent dans le labyrinthe des rues de la ville, le sac à dos contenant les preuves les plus explosives d'Amérique serré contre la poitrine de Victoria. « Où allons-nous » demanda-t-elle, haletante, suivant les longues enjambées d'Alex à travers les ruelles de Manhattan. « Quelque part où ils ne nous chercheront pas. » Alex sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. 2 heures plus tard, ils étaient assis dans le salon de Jessica, l'ex-fiancée d'Alex qu'il avait quitté lorsque sa fortune avait disparu. « Tu as un sacré culot de te pointer ici, dit Jessica, les bras croisés, surtout avec un enfant. »« Nous avons juste besoin d'une nuit, plaida Alex. Nous rencontrons le FBI demain matin. » L'expression de Jessica s'adoucit en regardant Victoria. « D'accord, une nuit. La chambre d'amis est prête. » Après que Victoria fut allée se coucher, Jessica confronta Alex dans la cuisine. « Dans quoi t'es-tu fourré ?» Il y avait un reportage sur la nièce disparue de Richard Blackwood. « C'est elle ?» Alex hésita, puis lui raconta tout. Quand il eut fini, Jessica parut abasourdie. « Tu crois vraiment cet enfant ? Qu'un homme comme Richard Blackwood a assassiné son propre frère pour de l'argent. »« J'ai vu les preuves, insista Alex. Et je l'ai regardé dans les yeux quand elle en parle. Elle dit la vérité. » Jessica l'étudia un long moment. « Tu as changé, Alex. L'homme que je connaissais il y a 6 mois n'aurait pas tout risqué pour une inconnue. »« Peut-être que tout perdre m'a montré ce qui compte vraiment, répondit doucement Alex. » Dans la chambre d'amis, Victoria était éveillée, serrant les preuves contre sa poitrine. À travers les murs fins, elle pouvait entendre Alex la défendre, croire en elle. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, non pas de tristesse, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans, l'espoir. Le matin apporta une frénésie d'activité. Alex contacta l'agent Reynolds pour confirmer leur rendez-vous dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Tandis que Victoria remballait soigneusement les preuves, Jessica préparait le petit déjeuner, sa froideur initiale fondant en observant la manière tendre dont Alex interagissait avec la fillette. « Soyez prudents aujourd'hui, leur dit Jessica alors qu'ils se préparaient à partir. Quoi qu'il arrive, tu as fait une bonne chose, Alex. » Ils étaient à mi-chemin de l'ascenseur quand Victoria se figea. « Attends, murmura-t-elle. J'ai oublié l'enregistreur. Il est sur la table de chevet. »« Je vais le chercher, dit Alex. Attends ici avec Jessica. » Il retourna en courant à l'appartement, trouva le petit appareil et repartait quand son téléphone vibra avec un texto du numéro de Victoria. Piège. Fuis. Alex sprinta vers la cage d'escalier au lieu de l'ascenseur. Par la fenêtre de la sortie de secours, il vit la rue en bas. Jessica était forcée de monter dans un SUV noir. Victoria, nulle part en vue. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. La peur au ventre, il répondit. «
Monsieur Donovan, dit une voix cultivée qu'il reconnut grâce au bulletin d'information comme celle de Richard Blackwood. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. L'épreuve est ma nièce. Si vous lui faites du mal, ne soyez pas dramatique. Victoria est de la famille. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour elle. La voix se durcit. Les preuves, cependant, sont une autre affaire. Apportez tout sur le toit de la Blackwood Tower à midi, où votre amie Jessica ne vivra pas pour voir le dîner. La ligne se coupa. Alex s'affaissa contre le mur, le poids de choix impossibles l'écrasant. Puis son téléphone vibra avec un texto, non pas du téléphone de Victoria cette fois, mais d'un nouveau numéro. CV échappé. Ils ont mon téléphone. Retrouve-moi où tu m'as trouvé. Vite. Victoria, appela-t-il doucement, s'enfonçant plus profondément dans les ombres de la ruelle. Une petite silhouette se détacha de derrière une benne à ordures. Le visage de Victoria était maculé de saleté, sa nouvelle robe déchirée à l'ourlet, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. « Ils ont attrapé Jessica juste devant moi, dit-elle, la voix légèrement chevrotante. Je me suis éclipsé par l'entrée de service quand l'un d'eux a reçu un appel téléphonique. Alex la serra dans une étreinte forte, les surprenant tous les deux. Dieu merci, tu es en sécurité. Ils veulent les preuves, dit Victoria en se reculant, et ils me veulent. Blackwood a appelé. Il retient Jessica en otage. Il nous veut à la Blackwood Tower à midi. Le visage de Victoria se durcit avec une résolution qu'aucun enfant ne devrait posséder. Alors nous devons diviser les preuves. Assurance. Je cacherai la clé USB dans un endroit sûr. Non, nous restons ensemble, insista Alex. Je ne te quitte plus des yeux. Tu ne comprends pas. Victoria lui attrapa le bras avec une force surprenante. Il ne s'agit plus seulement de Jessica ou de moi. Ces contrats technologiques que mon oncle annonce aujourd'hui, ils impliquent la vente de systèmes de sécurité classifiés à des gouvernements étrangers. Si nous ne l'arrêtons pas, des gens mourront. Alex la fixa, cet enfant extraordinaire parlant de sujets bien au-delà de son âge. Comment sais-tu tout ça? J'écoute, dit simplement Victoria. Les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas, alors ils parlent librement. Je comprends plus qu'ils ne le réalisent. La pluie gouttait de ses cheveux sombres tandis qu'elle exposait son plan. Un plan si audacieux qu'il pourrait réellement fonctionner. Ils auraient besoin d'aide, cependant, quelqu'un à l'intérieur de Blackwood Industries. Il y a une personne, dit Victoria. L'ancienne assistante de mon père, Margaret. Elle est toujours là et elle m'a aidé avant. 20 minutes plus tard, blotti dans les toilettes d'un café, Alex appela la ligne directe que Victoria avait mémorisée. Margaret Walsh répondit d'une voix sèche et professionnelle. Je suis avec Victoria Blackwood, dit Alex sans préambule. Nous avons besoin de votre aide. Une inspiration brusque. Est-elle en sécurité? Pour l'instant, mais Richard retient quelqu'un en otage, exigeant les preuves que les parents de Victoria ont recueillies contre lui. Le silence s'étira sur la ligne. Puis, dans 30 minutes. Bryan Park, coin nord-est. Venez seul. Margaret Walsh était une femme à l'allure sévère, la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux vigilants qui s'adoucirent dès qu'ils se posèrent sur Victoria. Tu as grandi, dit-elle simplement. Victoria hocha la tête. Saviez-vous ce que l'oncle Richard a fait à mes parents? Le visage de Margaret se crispa. Je soupçonnais? Votre père allait confronter le conseil d'administration à propos d'irrégularités qu'il avait trouvées le lendemain. L'accident de yacht. Elle secoua la tête. Je vous ai aidé à fuir parce que je craignais pour votre sécurité. Maintenant, je sais que j'avais raison. Elle se tourna vers Alex, l'évaluant avec un regard acéré. Vous êtes l'investisseur raté, Donovan. Pourquoi l'aidez-vous? Avant qu'Alex ne puisse répondre, Victoria prit la parole. Parce que c'est une bonne personne. La seule qui m'a vu quand j'étais invisible. Quelque chose dans l'expression de Margaret changea. De quoi avez-vous besoin? Alex expliqua la situation, Jessica retenue en otage, l'échéance de midi, les preuves qui pourraient faire tomber Richard Blackwood. Sa sécurité vous surveillera tous les deux, prévint Margaret. Entrer dans la Blackwood Tower ne sera pas facile. Nous n'avons pas besoin d'entrer, dit Victoria doucement. Nous devons faire sortir Richard. Les sourcils de Margaret se haussèrent. Comment? Victoria sortit l'enregistreur de sa poche. En lui faisant entendre ça. Juste assez pour le faire paniquer. Alors que Margaret écoutait l'enregistrement,
La voix de Richard Blackwood discutant froidement de l'accident malheureux qui arriverait à son frère, son visage blêmi. Ce monstre de sang-froid, murmura-t-elle. Pouvez-vous lui faire passer un message? Demanda Alex. Dites-lui que nous voulons le rencontrer dans un endroit moins visible, un endroit public. Margaret hocha lentement la tête. Je peux faire mieux que ça. Je peux vous faire entrer dans son ascenseur privé. En approchant de l'ascenseur privé, Margaret murmura, cette carte vous donne un accès direct à l'étage de la direction. Victoria sait où aller à partir de là. Victoria elle-même était déjà à l'intérieur du bâtiment, introduite clandestinement par l'entrée de service par un employé de cuisine sympathique que Margaret avait recruté. La fillette attendait dans un placard de rangement à l'étage de la direction, prête à mettre en œuvre la phase suivante de leur plan désespéré. Et si Richard n'est pas dans son bureau? Demanda Alex. Il y sera, l'assura Margaret. J'ai programmé une réunion d'urgence pré-conférence de presse. Il ne manque jamais ça. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient autour d'Alex, Margaret lui glissa un téléphone prépayé dans la main. J'ai contacté votre agent du FBI. Elle sera là à 12h30 avec un mandat. Vous devez juste distraire Richard jusque-là. L'estomac d'Alex se noua alors que l'ascenseur montait en flèche. Tout reposait sur un timing parfait et sur l'arrogance de Richard Blackwood. L'homme se croyait intouchable. Il comptait là-dessus. À l'étage de la direction, Alex passa devant le bureau vide de la réceptionniste où Margaret avait organisé un exercice d'incendie bien pratique pour le personnel administratif, et trouva le placard où attendait Victoria. « Prête » murmura-t-il. Victoria hocha la tête, serrant l'enregistreur. Son petit visage était pâle mais déterminé. Salle 712. C'est une petite salle de conférence à côté de son bureau. Jessica y sera avec 2 de ses gardes du corps. Comment peux-tu en être sûr? C'est là qu'il m'emmenait toujours quand il voulait parler sans que son assistante entende, répondit Victoria, une ombre traversant son visage. Il y a une porte communicante avec son bureau. Il peut aller et venir sans que personne ne le voie. Ils se déplacèrent silencieusement dans le couloir feutré, Victoria menant avec l'assurance de quelqu'un retournant en territoire familier. À la salle 712, Alex colla son oreille à la porte. « Restez tranquille, madame. Le patron sera bientôt là. » Une voix masculine bourrue. « C'est un enlèvement. » La voix de Jessica, tendue par la peur mais défiante. Le cœur d'Alex se serra. Elle était en vie. Il vérifia sa montre. 11h45, 15 minutes avant que Richard ne les attende sur le toit. Victoria désigna une porte plus loin dans le couloir, le bureau de Richard. Suivant leur plan, Alex frappa fermement tandis que Victoria restait cachée au coin du couloir. « Entrez !» La voix cultivée du téléphone. Richard Blackwood ressemblait exactement à ses photos, distingué, cheveux argentés, avec des yeux froids qui ne révélaient rien. Il était assis derrière un énorme bureau, regardant Alex entrer avec la suffisance d'un prédateur observant une proie blessée. « Monsieur Donovan. Vous êtes en avance. » Son regard passa derrière Alex. « Et seul. Où est ma chère nièce? » « En sécurité, répondit Alex. « Et elle le restera. » Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. Des paroles audacieuses pour un homme qui a tout perdu. « Dites-moi, qu'est-ce que ça fait de tomber de si haut, si vite? » Probablement la même chose que ce que vous ressentirez dans environ 45 minutes, rétorqua Alex en sortant la clé USB. « J'ai tout. Les dossiers de détournement de fonds, les ventes de technologies à des entités étrangères, et bien sûr, l'enregistrement de vous planifiant le meurtre de votre frère. » L'expression de Richard ne changea pas, mais un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Imaginatif, mais au final, un fantasme d'enfant. Aucun tribunal n'acceptera des preuves obtenues par une enfant en fugue. Le FBI pourrait ne pas être d'accord. L'agent Reynolds était très intéressé par ce que nous avons trouvé. Pour la première fois, l'incertitude vacilla sur le visage de Richard. Reynolds? Diana Reynolds? Alex hocha la tête, exploitant son avantage. L'amie d'Eleanora de l'université. Apparemment, elles sont restées en contact. Richard se leva brusquement. Assez de jeu. Où est Victoria? Où est le reste de ces soi-disant preuves? Libérez Jessica d'abord. Richard appuya sur un bouton de son bureau. Amenez mademoiselle est dans mon bureau. Ce qui suivit se déroula avec une vitesse terrifiante. La porte communicante de la salle 712 s'ouvrit et Jessica fut poussée dans la pièce, suivie par 2 gardes du corps costauds.
Au même moment, Victoria se glissa par la porte principale. « Oncle Richard, dit-elle, la voix ferme malgré ses mains tremblantes. C'est fini. » Victoria. Le visage de Richard s'illumina d'un soulagement factice. Ces gens t'ont rempli la tête de terribles mensonges. Victoria tint bon. « Arrête. Je t'ai entendu cette nuit-là. J'ai l'enregistrement. » Quel enregistrement? Richard rit, se tournant vers ses gardes. Vous voyez comme ils l'ont manipulé. Victoria appuya sur play. La voix de Richard remplit la pièce, Charles et Eleanora sont devenus des boulets. L'entretien du yacht a été négligé, comme convenu. Après-demain, je m'occuperai personnellement du fond en fiducie de Victoria. La couleur quitta le visage de Richard. C'est truqué. Faux. Le FBI ne le pensera pas, dit Alex. Ni le conseil d'administration quand ils verront les dossiers financiers montrant comment vous volez l'entreprise depuis des années. Le masque de Richard glissa complètement, révélant la fureur froide en dessous. Donne-moi cet appareil. Maintenant. Laissez partir Jessica d'abord, insista Alex. Richard fit un signe de tête à l'un de ses hommes, qui relâcha sa prise sur le bras de Jessica. Elle se déplaça immédiatement pour se tenir à côté d'Alex. La clé USB aussi, exigea Richard, la main tendue. Alex hésita. C'était la partie la plus dangereuse de leur plan. S'ils rendaient toutes les preuves. C'est une copie, dit soudain Victoria. Les originaux sont déjà avec l'agent Reynolds. Elle est en route. C'était un bluff, mais Richard ne pouvait pas le savoir. Ses yeux se tournèrent vers les fenêtres, calculant. Tu mens, dit-il, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Vérifiez votre téléphone, suggéra Alex. Appelez vos contacts au FBI. Demandez si l'agent Reynolds a demandé un mandat ce matin. Richard attrapa son téléphone sur le bureau, ses doigts volant sur l'écran. Ce qui lui vida le reste de couleur de son visage. Edwards, Maurice, aboya-t-il à ses gardes du corps. Préparez l'hélicoptère. Maintenant. Les hommes hésitèrent, regardant entre Richard et Victoria. Monsieur, et la conférence de presse, demanda l'un d'eux. Annulée. Bougez. Alors que les hommes se dépêchaient de sortir, Richard se tourna vers Victoria, son expression calculatrice. Tu viens avec moi. Non, elle ne vient pas. Alex se plaça devant elle, protecteur. Richard sortit une arme d'un tiroir de son bureau. Je ne demandais pas. Jessica halta. Alex poussa Victoria derrière lui, le cœur battant à tout rompre. Ils avaient anticipé de nombreux scénarios, mais pas celui-ci. Réfléchis, Richard, dit Alex, luttant pour garder sa voix calme. Un enlèvement sous la menace d'une arme? Tu ne t'en sortiras jamais. Je m'en suis déjà sorti avec un meurtre, gronda Richard. Ceci n'est rien. La porte s'ouvrit brusquement derrière eux. Pendant un instant à couper le souffle, Alex crut que c'étaient les gardes du corps qui revenaient. Au lieu de cela, Margaret Walsh se tenait là, les yeux écarquillés devant la scène. Richard, que fais-tu? demanda-t-elle. L'arme de Richard vacilla. Reste en dehors de ça, Margaret. Ça ne te concerne pas. Tu tiens un enfant en joue. Bien sûr que ça me concerne. Elle entra dans la pièce, se positionnant à côté d'Alex et Victoria. Charles et Eleanor te faisaient confiance. Comment as-tu pu les trahir comme ça? Ils m'ont trahi, cria Richard, son sang-froid se fissurant. Cette entreprise était autant la mienne que la leur. Plus encore. C'est moi qui ai monté les contrats gouvernementaux, qui ai pris les risques. Pendant que l'attention de Richard était sur Margaret, Victoria glissa l'enregistreur à Jessica, qui se dirigea discrètement vers la porte. Et pourquoi? Continua Richard, gesticulant sauvagement avec l'arme. Pour que Charles puisse prendre le beau rôle, refusant les contrats de défense qui auraient triplé notre valeur. C'est donc pour ça que tu les as tués, dit Margaret doucement. L'argent. C'étaient les affaires, répondit froidement Richard. Rien de personnel. Victoria sortit de derrière Alex. C'était personnel pour moi, dit-elle, la voix brisée. C'étaient mes parents. Quelque chose changea dans les yeux de Richard. Du regret, peut-être, ou simplement du calcul. Sa prise sur l'arme se resserra. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, Victoria. Vraiment. Alors qu'il levait l'arme, plusieurs choses se produisirent en même temps. Jessica se précipita hors de la pièce, Margaret se jeta vers Victoria, et Alex se lança sur Richard. Le coup de feu partit avec une détonation assourdissante. En luttant avec Richard, les mains manucurées de ce dernier se refermèrent sur la gorge d'Alex.
Tu aurais dû rester à ta place, Donovan, siffla-t-il. La pauvreté t'allait bien. Des points noirs dansèrent devant les yeux d'Alex alors que Richard serrait. Avec son épaule blessée, Alex ne pouvait pas briser la prise. Juste au moment où la conscience commençait à s'estomper, la pression se relâcha soudainement. Victoria se tenait au-dessus d'eux, le lourd trophée en cristal du bureau de Richard serré dans ses petites mains. Richard gisait abasourdi à côté d'Alex, une entaille sur sa tempe suintant de sang. « Alex !» Victoria tomba à genoux à côté de lui. « Tu saignes. » « Juste une égratignure, réussit à dire Alex, bien qu'un feu lui lança dans l'épaule. « Nous devons partir. Maintenant. » Margaret l'aida à se relever tandis que Victoria gardait un œil las sur son oncle inconscient. « Le FBI sera là d'une minute à l'autre, les assura Margaret. Nous devrions attendre. » « Non, l'interrompit Alex, pressant sa main contre son épaule sanglante. « Les hommes de Richard reviendront d'abord. Nous devons mettre Victoria en sécurité. » Comme s'ils étaient invoqués par ces mots, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Alex se tendit, s'attendant aux gardes de sécurité. Au lieu de cela, l'agent Diana Reynolds se tenait là, flanqué de 2 agents du FBI, armes au poing. « Agents fédéraux, annonça-t-elle. Personne ne bouge. » Jessica apparut derrière eux, essoufflée. « Je les ai trouvés dans le hall. » L'agent Reynolds examina la scène, Alex saignant, Richard inconscient, Victoria agrippant toujours le trophée en cristal. « Victoria Blackwood » demanda-t-elle doucement. Victoria hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais Alex. « Votre mère était mon amie, dit l'agent Reynolds. Je suis là pour aider. » En quelques minutes, le bureau grouillait d'agents fédéraux. Des ambulanciers s'occupèrent de la blessure à l'épaule d'Alex, une éraflure de balles qui paraissait pire qu'elle ne l'était. Richard Blackwood fut menotté et emmené, encore étourdi par le coup de Victoria. Tandis qu'une agente prenait la déposition de Victoria, Alex se retrouva face à l'agent Reynolds. « Vous avez pris un risque énorme, dit-elle, son ton oscillant entre admiration et exaspération. Richard Blackwood est l'un des hommes les plus puissants du pays. » Était, corrigea Alex en grimaçant alors que l'ambulancier nettoyait sa blessure. Reynolds hocha la tête. « Les preuves que vous avez récupérées, plus l'enregistrement de lui avouant essentiellement une tentative de meurtre à l'instant, il est fini. » « Que arrive-t-il à Victoria maintenant » demanda Alex, regardant la fillette de l'autre côté de la pièce. Malgré tout, elle était assise, posée et calme, répondant aux questions avec une dignité tranquille. « C'est compliqué, admit Reynolds. Avec ses parents morts et son tuteur arrêté pour leur meurtre, elle aura besoin d'un tuteur nommé par le tribunal jusqu'à ce que le tribunal des successions règle son héritage. » « Une famille d'accueil, dit Alex sèchement. Très probablement, acquiesça Reynolds. Sauf si un membre de la famille peut se manifester. Plus tard, en quittant la Blackwood Tower, Victoria étant maintenant officiellement sous protection du FBI, Alex se retrouva à lutter contre un sentiment de perte inattendue. C'était fini. Victoria était en sécurité. Richard allait être jugé. Alors pourquoi se sentait-il si vide ? Il m'emmène dans une maison sécurisée, lui dit Victoria sur le trottoir, un agent du FBI planant à proximité. L'agent Reynolds dit que je dois témoigner contre l'oncle Richard. Tu seras incroyable, l'assura Alex, forçant un sourire. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, Victoria Blackwood. Le sang-froid de Victoria se brisa finalement. Des larmes emplirent ses yeux verts. Est-ce que je te reverrai ? Avant qu'Alex ne puisse répondre, l'agent Reynolds s'approcha. Nous devons y aller, Victoria. Alors que Victoria était conduite vers un SUV qui attendait, elle se dégagea soudainement et courut vers Alex, lui jetant les bras autour du cou. Merci de m'avoir vu, murmura-t-elle, quand personne d'autre ne le faisait. Puis elle disparut, emportée dans un cortège de véhicules gouvernementaux, laissant Alex debout sur le trottoir avec une douleur à l'épaule et un vide dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec sa blessure. Jessica apparut à côté de lui. « Ça va ?» ?»« Ouais, ment-il. C'est fini. Elle est en sécurité. »« Que vas-tu faire maintenant ?» Alex secoua la tête. « Aucune idée. Trouver un travail. Reconstruire. » Jessica hésita, puis l'embrassa sur la joue. « Tu es un homme bien, Alex Donovan. Meilleur que je ne le pensais. » 3 jours plus tard, Alex était assis dans son appartement, entouré de boîtes. Le propriétaire lui avait donné jusqu'à la fin de la semaine pour quitter les lieux. Ses économies épuisées, il ne pouvait plus se permettre le loyer. L'ironie ne lui échappait pas,
il avait aidé à récupérer une fortune de 30 milliards de dollars et était maintenant essentiellement sans abri. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. Monsieur Donovan? Ici Patricia Winters, du cabinet d'avocats Winters, Goldberg & Shore. Nous représentons la succession Blackwood. La voix de la femme était vive, professionnelle. Mademoiselle Victoria Blackwood a fait une demande plutôt inhabituelle, et nous devons en discuter avec vous de toute urgence. Alex se sentit terriblement déplacé dans son costume usé et ses chaussures éraflées alors qu'on le faisait entrer dans une réception qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'il avait jamais gagné. Patricia Winters était une femme redoutable d'une 60aine d'années, avec des yeux perspicaces qui évaluaient Alex avec une précision chirurgicale. « Merci d'être venu si rapidement, monsieur Donovan. »« Victoria va bien ?» demanda immédiatement Alex. Un soupçon d'approbation vacilla sur le visage de madame Winters. « Elle va aussi bien que possible, vu les circonstances. Elle est actuellement avec un tuteur nommé par le tribunal dans un lieu que nous gardons confidentiel pour sa sécurité. Les associés de Richard, certains sont encore en liberté. » « Oui, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai demandé de venir. » Madame Winters lui désigna une chaise. « Veuillez vous asseoir. » Elle ouvrit un dossier sur son bureau immaculé. La succession Blackwood est l'une des plus complexes que nous ayons jamais traitées. Victoria doit hériter de la participation majoritaire dans Blackwood Industries à ses 21 ans, actuellement évaluée à environ 32 milliards de dollars. D'ici là, ses affaires sont gérées par une fiducie. Alex bougea, mal à l'aise. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? » « Tout. » Madame Winters le fixa d'un regard pénétrant. Le testament d'Eleanora Blackwood contenait une disposition inhabituelle. Dans le cas où elle et Charles décéderaient avant la majorité de Victoria, et si Richard était incapable ou jugé inapte à servir de tuteur, Eleanora a laissé des instructions concernant une alternative. Un autre membre de la famille ? Non. Eleanora a spécifié que la tutelle devrait être confiée à, et je cite, « une personne de caractère moral qui fait preuve d'une préoccupation désintéressée pour le bien-être de Victoria, au-dessus de toute considération financière. » Alex fronça les sourcils. C'est étrangement spécifique. En effet, le tribunal nomme généralement des membres de la famille comme tuteurs, mais étant donné les circonstances, le juge est prêt à considérer les souhaits d'Eleanora. Madame Winters se pencha en avant. Victoria a demandé que vous soyez considéré pour ce rôle. Alex la dévisagea, certain d'avoir mal entendu. Moi ? Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas de travail. Je suis expulsé de mon appartement. La qualification pour la tutelle ne se base pas sur la richesse, monsieur Donovan, mais sur le caractère. Vous avez risqué votre vie pour protéger un enfant que vous connaissiez à peine, sans aucune attente de récompense. N'importe qui aurait fait la même chose, protesta Alex. Non, dit sèchement madame Winters. Il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens auraient appelé les services sociaux dès qu'ils auraient trouvé un enfant sans abri. Vous avez vu Victoria, vous l'avez vraiment vue, quand elle était au plus vulnérable. Alex se renversa, dépassé. C'est beaucoup à digérer. Bien sûr. Prenez le temps d'y réfléchir. Madame Winters lui tendit une carte de visite. La fiducie de Victoria inclut des dispositions pour les frais de subsistance de son tuteur et une modeste allocation. Rien d'extravagant, mais assez pour garantir que son tuteur puisse se concentrer sur son bien-être. En quittant le bureau, l'esprit d'Alex tourbillonnait d'implications. Lui, tuteur de l'une des enfants les plus riches d'Amérique. C'était absurde. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, aucun revenu stable, aucun. Son téléphone vibra avec un texto de l'agent Reynolds. « Victoria demande de tes nouvelles tous les jours. Envisagerais-tu de lui rendre visite ? Ça signifierait tout pour elle. » En pièce jointe, une photo de Victoria dans ce qui ressemblait à un appartement confortable, souriant timidement à l'appareil photo. Autour de son cou pendait la clé d'argent, le dernier cadeau de sa mère, maintenant un symbole de justice et de vérité. Dans la rue, Alex se retrouva à marcher sans but, digérant tout. La réponse censée était claire, il devait refuser la tutelle. Victoria avait besoin de stabilité, d'expertise, de ressources qu'il ne pouvait pas fournir. Mais d'un autre côté, elle avait aussi besoin de quelqu'un qui la voyait pour qui elle était, pas pour ce qu'elle valait. Le téléphone d'Alex sonna à nouveau. Margaret Walsh, cette fois. Ils vous ont offert la tutelle, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle sans préambule. Comment le saviez-vous ?
Parce que je l'ai suggéré, répondit Margaret. J'ai travaillé avec Eleanora pendant 15 ans. Je sais exactement ce qu'elle voulait dire par cette clause dans son testament. Elle voulait quelqu'un qui aimerait Victoria pour elle-même, pas pour son héritage. Mais je la connais à peine, protesta Alex. Vous la connaissez mieux que vous ne le pensez, rétorqua Margaret. Vous avez vu au-delà de la saleté et des défenses, l'enfant en dessous. C'est plus que la plupart des gens dans sa vie n'ont jamais fait. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, Alex se retrouva devant la First Federal Bank sur Madison Avenue, là où ce voyage fou avait vraiment commencé. À travers la fenêtre, il pouvait voir les sols en marbre où Victoria s'était tenue si courageusement, réclamant son droit de naissance. Son téléphone vibra une fois de plus. Meredith Chen, des services de l'enfance. Alex, je viens d'apprendre pour la pétition de tutelle Blackwood, dit-elle. Vas-tu accepter? Je ne sais pas, Admil. C'est fou, non? Moi, élevant un enfant. Meredith resta silencieuse un moment. Quand je t'ai vu avec elle, ce premier jour, tu sais ce qui m'a frappé? Comment tu l'écoutais, vraiment l'écoutais, comme si ces mots comptaient. Sais-tu à quel point c'est rare? C'est une enfant extraordinaire. Oui, elle l'est, acquiesça Meredith. Et elle t'a choisi, Alex. Cela dit quelque chose d'important. À la tombée de la nuit sur la ville, Alex prit sa décision. Il y aurait des défis, certainement. La frénésie médiatique à elle seule serait brutale. Mais Victoria avait affronté un meurtrier pour la vérité. Il pouvait sûrement affronter tout ce qui viendrait ensuite. Il envoya un texto à l'agent Reynolds, « Quand puis-je la voir ?» La réponse arriva immédiatement, « Demain, 10 heures. » Elle sera si heureuse. Pour la première fois depuis l'effondrement de Harrison and Blackwell et la chute de son monde, Alex ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, un but. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une richesse différente de celle qu'il avait perdue. En regardant Victoria nourrir les canards près de l'étang, ses cheveux sombres maintenant soigneusement coupés captaient la lumière du soleil alors qu'elle riait, un son qui était devenu plus fréquent mais restait précieux. La procédure judiciaire avait été longue, la couverture médiatique implacable. L'orpheline milliardaire et le héros fauché criaient les tabloïds. Richard Blackwood avait plaidé non coupable, mais les preuves étaient accablantes. Avec le témoignage de Margaret Walsh et l'apparition courageuse de Victoria au tribunal, sa condamnation était presque assurée. « On nous surveille », dit Victoria nonchalamment en revenant au banc, balayant les miettes de pain de ses mains. Alex fit un signe de tête vers le service de sécurité discret à l'entrée du parc, une précaution nécessaire jusqu'à la fin du procès de Richard. Ils font juste leur travail. Pas eux, dit Victoria avec une pointe de sa vieille lassitude. La femme près de l'érable. Elle nous suit depuis qu'on a quitté l'appartement. Alex jeta un coup d'œil et vit une silhouette familière. C'est Jessica. Les épaules de Victoria se détendirent légèrement. Ton ex-fiancée. Elle m'a envoyé des textos, elle veut parler. Alex hésita. Ça te dérangerait qu'elle se joigne à nous une minute? Victoria réfléchit, puis hocha la tête avec la gravité solennelle qui la faisait parfois paraître bien plus âgée que ses 9 ans. Jessica s'approcha prudemment, ses yeux observant les changements chez Alex, la nouvelle confiance dans sa posture, la façon aisée dont il s'asseyait à côté de Victoria. « Salut », dit-elle, incertaine pour peut-être la première fois depuis qu'Alex la connaissait. « J'espère que je ne dérange pas. » « On nourrit juste les canards, répondit Victoria, étudiant Jessica avec la même évaluation minutieuse qu'elle appliquait à tous ceux qui entraient dans leur orbite. Tu as l'air en forme, Alex, dit Jessica. Vous deux. C'était vrai. La modeste maison de ville fournie par la fiducie de Victoria leur avait donné une stabilité. Alex s'était inscrit à des cours pour mieux comprendre le développement de l'enfant et la guérison des traumatismes. Victoria avait commencé dans une école privée avec une excellente sécurité et une politique zéro média qui protégeait sa vie privée. Merci d'avoir aidé pour la collecte de fonds, dit Alex. L'association caritative qu'il avait créée pour aider les enfants défavorisés était l'idée de Jessica, une façon d'honorer ce que Victoria avait enduré tout en aidant les autres. Ce n'était rien, haussa les épaules Jessica. Le monde de la finance se sent toujours coupable pour Harrison and Blackwell. Ils signeront des chèques pendant des années. Victoria, qui observait une famille de canards glisser sur l'eau, demanda soudain « Regrettes-tu d'avoir quitté Alex quand il a perdu son argent ?» Victoria la réprimanda doucement Alex. « C'est une question personnelle. »« Ce n'est pas grave, » dit Jessica, son sourire teinté de tristesse. « Oui, je le regrette. Énormément.
Victoria hocha la tête, apparemment satisfaite. Les gens font des erreurs. Ma mère disait toujours que c'est ce que tu fais après qui compte. Jessica cligna rapidement des yeux, puis regarda sa montre. Je devrais y aller. J'ai une réunion. Elle hésita. C'était bien de vous voir tous les deux. Après son départ, Victoria demanda, allez-vous vous remettre ensemble? Alex sourit à sa franchise. Non, ce chapitre est clos. Victoria parut soulagée. Bien. Elle est gentille, mais elle ne te voit pas. Pas vraiment. C'était l'un de ces moments qui rappelaient à Alex l'extraordinaire perspicacité derrière ses yeux verts, des yeux qui semblaient parfois contenir toute la sagesse et le chagrin de quelqu'un qui avait vécu une vie bien plus longue. Alors qu'il rentrait à la maison, Victoria glissa sa petite main dans la sienne, un geste autrefois rare mais maintenant naturel. Leur chemin n'était pas facile. Victoria faisait encore des cauchemars, les médias campaient encore occasionnellement devant leur maison. La responsabilité d'élever un enfant, surtout un avec l'histoire et l'avenir de Victoria, submergeait parfois Alex. Mais il se débrouillait, jour après jour. Ce soir-là, alors qu'Alex bordait Victoria, elle posa une question qui lui trottait clairement dans la tête. Que arrivera-t-il après que l'oncle Richard sera en prison? Devrais-je diriger Blackwood Industries quand je serai grande? C'est entièrement ton choix, lui dit Alex. L'héritage de tes parents t'appartient, tu peux le façonner comme tu le souhaites. Victoria resta silencieuse un moment. J'ai pensé à changer le nom de l'entreprise. Blackwood, ça ne sonne plus juste. Ah oui? À quoi pensais-tu? Elle tripota la clé d'argent qui pendait toujours à son cou. Donovan Industries, ça sonne bien. La gorge d'Alex se serra de manière inattendue. Victoria, tu n'es pas obligée de. Je sais, interrompit. Mais je le veux. Tu es ma famille maintenant. Ces simples mots, la chose qu'Alex ne s'était jamais attendu à entendre à nouveau après avoir tout perdu, remplirent un espace dans son cœur qu'il n'avait pas réalisé être vide. Un an jour pour jour après qu'Alex eut trouvé Victoria blottie dans cette ruelle pluvieuse, ils se tenaient ensemble sur les marches du palais de justice. Richard Blackwood avait été condamné à la prison à vie pour les meurtres de Charles et Eleanora Blackwood, ainsi que pour des charges supplémentaires de fraude, de détournement de fonds et de tentative de meurtre. « Comment te sens-tu » demanda l'agent Reynolds à Victoria alors que les journalistes criaient des questions derrière les barrières de sécurité. Victoria réfléchit à la question avec sa réflexion caractéristique. Comme si je pouvais enfin commencer à vivre, au lieu de simplement survivre. Plus tard cette nuit-là, Alex trouva Victoria assise sur le rebord de la fenêtre de leur salon, contemplant les lumières de la ville. La clé d'argent reposait dans sa paume, captant la lumière de la lampe. « Je n'ai plus besoin de ça, dit-elle en la levant. Le coffre-fort est vide. La vérité est sortie. » Alex s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu vas en faire » Victoria referma ses doigts sur la clé. « La garder. Pour me souvenir que parfois, les choses les plus précieuses ne sont pas ce qu'il y a dans la boîte, mais qui vous aident à l'ouvrir. » Alex sourit à sa sagesse. « Tes parents seraient incroyablement fiers de toi, Victoria. » Je sais, dit-elle avec une certitude tranquille. Puis, après un moment d'hésitation, j'ai réfléchi. Est-ce que ce serait d'accord si les gens m'appelaient à nouveau Lily? Juste à l'école et avec les amis. Lily? Alex fut surpris. Je pensais que c'était juste un nom que tu utilisais quand tu te cachais. Victoria, ou Lily, secoua la tête. C'était le surnom que ma mère me donnait. Parce que j'étais sa petite fleur. Elle leva les yeux vers lui, soudainement vulnérable. Victoria, c'est l'héritière dont tout le monde veut quelque chose. Lee, c'est juste moi. Alors ce sera Lily, acquiesça doucement Alex. Mais tu sais quoi? Que tu sois Victoria Blackwood ou Lily Donovan, tu es la personne la plus courageuse, la plus intelligente et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Lily se pencha contre lui, redevenue une enfant malgré tout ce qu'elle avait enduré. Tu penses que les gens parleront encore de nous? Le millionnaire et la petite mendiante. Alex passa son bras autour de ses épaules. Probablement. Les gens adorent ce genre d'histoire. Ils ont tous ri, n'est-ce pas? Quand tu m'as recueilli. Certains, ou ami Alex. Ils pensaient que j'étais fou. Lily sourit, ce sourire rare et brillant qui transformait son visage sérieux. Il ne rit plus maintenant. Dehors, la silhouette de Manhattan scintillait de promesses. À l'intérieur, un homme qui avait tout perdu et une fille qui avait hérité de plus que quiconque ne pourrait dépenser en une vie avaient trouvé la seule chose qu'aucun des deux ne pouvait acheter, une famille.
Et quelque part, Alex aimait à penser qu'Eleanora et Charles Blackwood étaient en paix, sachant que leur fille était enfin à la maison.